bonjour. C'est donc le podcast HCFR consacré à la présentation de la nouvelle génération d'intégrés Denon. Sont actuellement présents, on va commencer par vous, Yann. Oui, bonjour. Voilà. Nicolas. Bonsoir. Alain. Bonsoir. Cyril. Bonsoir. Pascal. Bonsoir à tous. Eh bien voilà. Donc Yann, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu rapidement donc quelle est votre fonction chez Sound United et comment se positionne aujourd'hui cette nouvelle génération de produits Denon? Ma position chez Sound United, c'est entre guillemets chef produit et formateur européen. Donc en fait, je vais faire tout ce qui est training interne et externe sur les produits, voir les spécifications. Et aussi, je travaille énormément sur la partie CI, en fait, tout ce qui est intégration. Donc je suis aussi la personne qui va conseiller tout ce qui est intégration au niveau programmation et domotique pour les produits. D'accord. Est-ce que quelqu'un a des questions concernant, plus particulièrement concernant ces fonctionnalités et cette spécificité de Yann? Bon. Mais qu'est-ce que vous appelez exactement l'intégration des fonctionnalités? C'est-à-dire, c'est tous les micro-logiciels qui sont ajoutés aux appareils à travers EOS, par exemple? Ouais, à travers EOS, en fait, c'est tout ce qui est pilotable, en fait. Beaucoup de maisons maintenant sont avec des tablettes domotiques qui vont utiliser Voilà. des logiciels tiers comme Crestron, Oui. AMX, RTI, et C4. Et en fait, dans le groupe Sound United, on a une partie pôle développement qui va travailler avec ces groupes-là. Et on est là pour débugger, pour discuter, pour améliorer encore les interfaces et surtout pour que cette fonctionnalité de contrôle marche en IP ou en RS-232, ce qui est rarement vu par le grand public, puisque ça, c'est encore une partie cachée, mais qui permet d'avoir une maison entièrement domotisée. Et souvent, certains clients ont des installations où il suffit d'appuyer sur Play, ça va descendre l'écran, allumer l'ampli, le mettre sur la bonne source, etc. Et on oublie souvent que quelque part derrière tout ça, derrière cette facilité, il y a un travail quasiment surhumain de programmation. Enfin, bon, bref. Oui, mais ce sont comment dirais-je, des possibilités qui sont données, dont vraisemblablement, oui, tout le monde ne profite pas, mais qui sont assez extraordinaires. Quand on voit en un tout petit nombre d'années comment on est passé de choses extraordinairement complexes à gérer à aujourd'hui des machines aussi démocratiques par le tarif que Oui. celles dont on parle aujourd'hui et qui permettent en fait de faire des choses qui sont assez incroyables, quoi. Donc, c'est vraiment une avancée, je trouve, majeure des produits qui nous intéressent. Oui, c'est une chose très surprenante. Si vous regardez dans le temps, moi, ça fait maintenant 20 ans que je travaille avec le groupe Sound United, en fait pas Sound United, puisque au départ j'étais chez DM, Denon, ouais. DM, donc c'était Denon, Marantz, puis Oui. c'est venu se greffer d'autres marques comme Definitive et Polk. Mais il y a 20 ans, les lignes de commande, il y en avait 40. Maintenant, je regarde un ampli. Quand je redécompile les tableaux Excel, on est à 20-25 pages de tableaux Excel. On est à plus de 40 000 lignes. Oui. Ouais, non, oui, Ouais. ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'en a pas conscience quand on les utilise parce que l'interface utilisateur-produit, finalement, simplifie considérablement toutes ces choses et on n'imagine pas toujours la quantité de travail qu'il y a derrière et qui finalement fait la différence parfois entre des produits de petites marques qui n'ont pas forcément les moyens de développer ces choses-là et des grandes marques qui, elles, ont des moyens de recherche et d'application qui font la différence, quoi. Et quand on remet ça en perspective du 3006 que tu viens de Oui, que je viens finir bah de oui, tester oui, avec oui. Cyril, Oui, Alain, oui. c'est quand même quelque part totalement incroyable Ah que l'on bah puisse obtenir ce style de choses à ce niveau-là. ah bah, oui, je dois dire que j'ai été stupéfié, quoi, quand je suis passé pour l'essai, je suis passé du haut de gamme d'il y a 8 ans
d'une autre marque très très bonne Non, qui est mais Yamaha Ouais. au nouveau, et je vois la différence qu'il y a entre les deux de ce point de vue-là. Dans l'ancien, qui était donc encore une fois le haut de gamme d'il y a 8 ans, il y avait Napster qu'on ne pouvait pas utiliser en France, et il y avait simplement une fonction qui était les radios Internet. C'est Ouais. tout, on oublie. Là, le 3006 et le 3007, j'ai regardé, c'est la même chose. Mm. On a quand même des fonctions absolument extraordinaires. D'ailleurs, c'est même presque parfois un peu difficile d'en faire le tour. C'est peut-être un tout petit reproche que je pourrais peut-être faire, c'est qu'en fait, c'est tellement riche de possibilités. Il y a AirPlay, EOS, il y a Siri, on peut faire fonctionner Google, la voix de Google. Attends, on va Tout pas ça, mettre c'est la charrue incroyable. avant les bœufs. On va, Ouais, mais bon, on va demander du coup à Yann de nous présenter la nouvelle gamme, ouais. effectivement en positionnant les diverses spécificités de chacun des produits. Yann, on a bien compris donc que c'est le 8K, tout le monde aujourd'hui fait du 8K. Alors allons-y. Qu'est-ce qui est nouveau dans cette nouvelle gamme, dans cette nouvelle génération 2020 des intégrés Denon? Alors, dans les vraies nouveautés de cette année, on va être assez simple, ça va être surtout la 8K. Sur les modèles haut de gamme, on aura du DTS-X Pro qui va arriver. Donc ça va être les grosses évolutions. Et certains modèles vont intégrer du DAB+, quand d'autres modèles vont perdre la fonction tuner. Sinon, après, on a pas mal d'évolutions qui sont plutôt liées au fonctionnement interne. Ça veut dire qu'on va rajouter des détails comme mieux gérer les informations qu'on va avoir sur les produits. Mais c'est surtout essentiellement la 8K. D'accord. Donc, quand on parle aujourd'hui 8K, toutes les entrées seront 8K ou il y aura spécifiquement une entrée HDMI dédiée pour la 8K? Oui, malheureusement, il n'y aura qu'une entrée dédiée pour la 8K. Après, c'est vrai que chaque connecteur a un coût. Ça fait augmenter sérieusement les prix des produits. Donc, pour tenir les prix à un certain niveau, malheureusement, on n'a pas pu les implémenter sur tout. Surtout que la vision sur le 8K, ça va être quand même beaucoup de streaming via les télés. Donc, il y aura assez peu de sources connectées sur les produits, puisqu'il y aura de la PlayStation, de la Xbox, peut-être quelques streamers, mais il ne va pas y avoir énormément de machines à connecter dessus. Surtout les gamers, ce qu'ils vont rechercher, c'est peut-être pas le 8K, mais c'est plutôt la 4K en 120 Hz, avec tous les avantages. Donc c'est plutôt un peu plus limité là-dessus. Aujourd'hui, il y a une très grosse polémique du côté de LG et de la limitation de la bande passante au niveau de la 8K. Est-ce que les HDMI 2.1 dont on parle, c'est une limitation à 40 GHz ou c'est du 48 Go? Non, pour le moment, il n'y a pas de puce en 48. Pour être très clair, il n'y a honnêtement pas de puce sur le marché en 48. C'est du 40, c'est de la Panasonic. Les 48 sont vraiment dédiés à la 10K. Donc, puisqu'en fait, on parle de 8K, ça veut dire qu'avec 40 Go, on passe les 8K. Oui, enfin, les 10K, oui, ok, en 12 bits dans une utilisation normale. Voilà. Sauf que si on passe en 4K 120 Hz, on est en 4K4, on est limité à 10 bits au lieu de 12 bits. Oui, ouais. c'est une limitation, ouais. Ok. Est-ce que Yann, est-ce que vous pouvez nous confirmer donc qu'il y aura une fonctionnalité d'upscaling qui est intégrée à l'ensemble des processeurs? Oui, toute la série à partir du 2007, on a un upscaling 8K sur toutes les entrées. C'est quand même incroyable. Je dois dire que ça me laisse assez interdit quand je me souviens des débuts de l'upscaling et des machines externes qu'il fallait ajouter et qui coûtaient une fortune. Oui. Aujourd'hui, c'est implémenté dans des appareils
qui sont commercialisés à des prix, encore une fois, démocratiques. Ouais, on part de 700 € pratiquement. Vous vous rendez compte? C'est moins cher qu'un scalaire, beaucoup moins performant d'il y a 15 ans. Oui. Absolument. Et je ne parle pas de ceux qui ont connu l'époque Farouja. Oui, si, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ce qui nous Moi, je trouve ça rajeunit fascinant. pas. Non. Je trouve ça c'est fascinant quand même. Bien sûr que c'est fascinant. Il y a beaucoup de choses. Sinon, ce que je n'ai pas cité dans les nouveautés, je pense que ce que vous avez cité tout à l'heure, c'est parce que si certains ne connaissent pas la gamme 2019, ce qui avait été rajouté l'année dernière, c'était tous les systèmes de contrôle vocaux. Donc, on a bien sûr Google, Siri et Alexa. Ça, on va continuer à développer au fur et à mesure du développement de ces possibilités. On avait rajouté les entrées phono sur tous les AVR. L'IARC était du package de l'année dernière. Bien sûr, il va revenir cette année. Je ne sais pas s'il y a besoin de préciser, mais l'IARC permet de récupérer. Nous, on dit EARC. Voilà. C'est de récupérer le son télé, c'est ça? Oui, avant, on était limité avec l'ARC au son télé Dolby Digital et DTS. Maintenant, on peut aller sur de l'Atmos, sur des DTS X Pro et plus. Ça permet de redescendre vraiment les sons au grand format. Oui, ça aussi. Ce qui a été rajouté aussi, c'est la transmission Bluetooth au casque ou aux enceintes en simultané. Donc ça, ce qui est sur les amplis. Et quel format là? Parce qu'il y a plusieurs formats et il y en a un qui est à faible latence. C'est pas un faible latence, c'est vraiment juste en confort. On n'est pas en aptX low latency en fait. Ouais, on est en d'accord. aptX standard. Il y a aussi. Excuse-moi Yann, j'avais juste une question reliée à ça. Il y a beaucoup de gens sur le forum qui nous posent la question, qui aimeraient pouvoir connecter des enceintes EOS en tant que surround sans fil. Alors, je vais essayer de répondre très clairement à ça. Il y a deux choix. Le choix, c'est, je pense que si on veut rajouter des enceintes EOS sans fil sur un AVR, c'est intéressant sur des produits entrée de gamme, au milieu de gamme, on va dire. Sur du haut de gamme, je pense que beaucoup d'entre vous ont envie d'avoir de belles enceintes et des enceintes qui correspondent à son système. Je me trompe peut-être, hein. Là, la question est ouverte. Non. Sauf qu'il y a des cultures et des passions différentes. Voilà. Et donc, évidemment, il y a des questions qui intéressent les personnes et chacun, effectivement. Je pense que justement, on ne peut pas parler de généralité à ce niveau-là. Non. Mais de facilité plutôt. C'est facilité. Mais après, il faut voir que si on veut rajouter des enceintes en surround, sans fil, comme on le fait sur les Osbar, la DHT 716, le problème, c'est qu'il faut rajouter 2 modules Wi-Fi émetteurs, puisque ça va être du Wi-Fi direct. Ah oui. Donc, ça rajoute un coût. Donc, sur des produits entrée de gamme, le coût supplémentaire ne va pas être énorme, mais ça fait toujours du 50, du 70 € en prix public. Et là-dessus, il faut bien sûr acheter des enceintes EOS. Et je ne sais pas si les gens vont investir 500 € d'enceintes sans fil sur un ampli à 600 ou 700 €. Voilà la démarche. On est sur le positionnement. Pardon, on t'a mal entendu, Pascal. Elle est tout à fait claire. Et elle explique le pourquoi on ne peut pas faire cette connectivité. On ne le fait pas tout simplement pour ça, parce que c'est un coût. C'est au niveau financier, ça n'a pas un énorme intérêt. Au niveau commercial, on n'est pas sûr que ça va fonctionner. C'est une belle idée, mais ça revient trop cher. Ça revient encore trop cher. Ouais. Non, mais justement, le problème de ça, je pense que c'est que relativement peu de personnes se rendent compte de cette composante économique de la chose. Mais prenons par exemple le 3006 là, qui vient d'être, que l'on vient de tester il y a une quinzaine de jours. C'est un produit qui était un produit en fin de vie, d'où le fait que j'espère que Pascal Odo, Yann nous a mis sur la liste d'attente pour avoir le 3007 le plus rapidement possible. Donc c'était juste une petite parenthèse et un clin d'œil. Ce que je veux dire au travers de ça, c'est que le 3006 était un produit qui était positionné, enfin que l'on pouvait relativement facilement trouver à 900 €. Le problème de 900 €, c'est que
quelque part, si on prend un composant complémentaire, si on rajoute un composant que l'on évoquait tout à l'heure, une gestion Wi-Fi, une connexion Un Wi-Fi double émetteur quelconque, Wi-Fi. bien sûr, eh ben, c'est tout de suite 50 ou 60 euros complémentaires. Et donc, par définition, 50 ou 60 euros, on se retrouve globalement à 6 à 8% de plus par rapport au coût. Est-ce que les personnes sont quelque part partantes pour faire ce style de choses, sachant que c'est une fonctionnalité qui intéressera et qui sera utilisée par relativement peu de personnes? Bien sûr. Je faisais juste la remarque, Hugo et Yann, c'est pas un besoin personnel, mais c'est un besoin que je vois évoqué assez souvent sur le forum HCFR. Et c'est plutôt des gens qui sont dans le bas de gamme, qui veulent faire une installation de base, ils voient le logo EOS sur l'ampli, et ils ont dans leur cerveau directement une connexion. Ben voilà, je mets 2 enceintes EOS derrière, je les utilise en surround. Voilà, c'est quelque chose qui revient couramment sur les gens qui ont un 2600 ou un 3600. Je suis d'accord. Toute la question est d'arriver à un package qui soit abordable et qui soit logique avec les produits entrée de gamme. Si c'était à mettre sur un 8005, le coût serait facilement absorbable, mais ça n'intéresserait pas les gens qui vont utiliser du 8005, par exemple. De mettre 2 enceintes à 250 euros à l'arrière. Non, ouais. Non, on va être clair. Le problème est là, c'est de trouver le bon point de pivot. Pour le moment, financièrement, ça ne l'est pas encore de manière intéressante. Bien sûr. Oui, ça paraît logique. Bien alors, puisqu'on parle des tarifs, il y a quand même une bonne surprise sur cette nouvelle gamme, puisque moi j'ai constaté, on a la disparition de la série 1, on n'a pas le 1700. Par contre, on a une baisse de 100 euros sur le 4007 et 3007. Donc, ma question, c'était est-ce que Denon a changé l'endroit de fabrication? C'était Taïwan, il me semble. Hein. Non, et pas puis du tout. Japon pour les nouveaux modèles. Et donc, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, puisqu'il y a un chipset HDMI 2.1 qui coûte assez cher. Ouais. Il y a des éléments aussi, par exemple, si on prend, faut être assez clair, sur certains modèles où il n'y a plus de tuner, les taxes sont différentes quand il y a un tuner ou pas de tuner, donc aussi ça permet d'absorber certaines choses, mais c'est aussi une volonté d'être un petit peu plus agressif sur le marché, faut être assez clair. Bien sûr. Si je peux faire une remarque pour le tuner. Si vous entendez, un bruit, il y a un très très gros orage là chez moi et donc voilà, ne soyez pas inquiets. C'est un bruit de fond. Je voudrais faire une remarque sur l'absence de tuner FM. En réalité, ça n'est pas un problème à partir du moment qu'il y a une possibilité d'écouter les radios Internet. Et là, c'est l'ancien responsable d'une chaîne de radio nationale française qui parle. La qualité d'émission en FM aujourd'hui en France est désastreuse. La FM n'est plus une source qualitative pour écouter de la musique. En revanche, les flux Internet qui apparemment ont un débit plus faible, assez faible en 128 kbps ou 192, en réalité, souvent, sont balancés sur le net sans passer par le traitement d'antenne de compression. Ce qui fait que paradoxalement, le son de la radio Internet est meilleur que la FM. C'est incroyable ça. Oui. Donc en fait, c'est ce qui m'était apparu dans un tout premier temps comme ça, comme réflexe, oh merde, ils ont retiré le tuner. Mais finalement, non. C'est pas grave. D'autant que le DAB+ en France est encore dans les limbes depuis très longtemps. Donc finalement, c'est pas un problème, surtout que c'est TuneElm qui est l'agrégateur de radio. Et qui est ergonomiquement bon. Il est bon ergonomiquement. Il est bien fait. Oui, très bien. Voilà. J'avais une autre question sur une autre connectique qu'on trouve encore sur la gamme. Ça me surprend un petit peu. Alors, je voulais juste avoir ton retour, Yann, sur est-ce que c'est une connectique qui est encore beaucoup utilisée? C'est tous les ports vidéo components qu'on trouve sur la gamme entièrement.
enfin, dans tout l'espace des gens que je connais, plus personne n'utilise ces connectiques. Les entrées composantes. Donc, je voulais savoir si c'était le cas et pourquoi les garder, parce que de la même façon, on pourrait penser, si on éliminait cette connectique component, on pourrait aussi gagner du coup. Oh, bien sûr. Malheureusement, nos amis américains utilisent beaucoup ce genre de connectiques, sont très 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 conservateurs sur leurs produits. Et vous verrez même que sur certains produits, il y a même la composite out qui revient. Ça, c'est fort quand même. Je suis désolé, mais voilà. Comment il s'appelait ce truc 8 pistes là, le truc là, la cassette 8 pistes? Ah oui, comment ils appelaient ça? C'était une horreur ça. Je sais pas très bien. Ah oui, qu'on puisse dire. Vous vous souvenez de ça? Oh, mais je m'en souviens très très bien. Fin des années 60, début 70. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'on va garder ces ports encore pour un sacré bout de temps. Oui, malheureusement. Il y a beaucoup. Faut pas oublier aussi qu'on arrose aussi beaucoup de pays qui sont pas aussi développés comme l'Inde, etc., qui utilisent encore des supports assez anciens. Oui, bon, ouais. Yann, donc l'ensemble de cette gamme 700, donc c'est comment dire, la construction, donc l'élaboration, c'est au Vietnam, parce que tout à l'heure on a mal entendu. Alors, il y a une partie au Vietnam, une partie au Japon, sur les hauts de gamme. Il n'y a pratiquement plus de Chine, en fait. On a déplacé une partie il y a 3 ans au Vietnam. D'accord. Et donc, le 4007 et 6007, enfin, peut-être pas le 4007, non, 6007. mais le 6007 et 8005 sont toujours Japon. au Japon, à Shirakawa. Shirakawa. Ok. C'est une usine spécifiquement DM ou... C'est l'usine historique d'Enon. D'accord. Ok, si on rentrait maintenant dans les spécificités, parce qu'il est, on parle depuis 25 minutes, si on rentrait dans les spécificités de chacun des modèles, est-ce qu'on commence par le bas, par le haut? On va commencer par le bas, puis comme ça en montant, on va rajouter juste les fonctions. D'accord, ok. Ce sera plus simple, je pense. Oui. Donc, on va commencer par le 2007. Il faut savoir que le 2600 va rester en gamme toute l'année. Hein, donc, il restera un série 1, mais qui ne bénéficiera pas du 8K. Donc, à partir du 2007, on a le DAB+, on a l'HDMI 2.1 en 8K 60 ou en 4K 120, du HDR10+, de l'IARC, du Dynamic HDR, de la LLM, du VRR, du QMS, du QFT, donc toutes les spécificités de l'HDMI. On va être sur, bon, je vais vous donner les puissances un peu marketing, c'est du 150 par 7 sous 6 ohms. Ouais. On a d'autres mesures, mais ça fait 95 watts réels. Ce qui est pas mal quand même. Ouais, ce qui est pas mal. Ouais. 95 watts, c'est déjà beaucoup. Ah oui. Sinon, après, on va avoir sur ce modèle l'Odyssey Multi EQ XT. On passera au 32 sur le modèle 3007. On a de l'AirPlay, du Bluetooth, du casque du Bluetooth en entrée et en sortie, donc puisqu'on peut connecter un casque. On a de la distribution audio TV, ça veut dire que tout ce qu'on rentre en signal 5.1 ou Atmos ou etc. est down converti, donc peut être utilisé sur une zone 2 ou sur une enceinte en simultané pour diffuser le même son partout. Donc il y a un convertisseur descendant pour tous les signaux autres que PCM, tout ce qui est bitstream. On a aussi toujours toute la solution EOS dedans avec toutes les possibilités qu'on a dans un système EOS, Amazon Music, Deezer, Tidal et tous les autres services, Spotify Connect. Mais pas Qobuz. Mais pas Qobuz encore. Et ça, c'est honnêtement un problème pour la France. Ouais. Et d'une façon générale, je trouve que le fait qu'un utilisateur ne puisse pas ajouter le service de son choix est quand même un peu problématique, surtout qu'en fait, il n'y en a pas tant que ça. Et que Qobuz est notre champion français. Ben oui. On est d'accord. On est d'accord. Il y a une longue histoire avec Qobuz qui n'est pas ni de la faute de Qobuz ni de la faute de notre groupe, puisqu'on a été parmi les premiers à vouloir développer Qobuz
mais on est tombé au très très mauvais moment où leur API n'était pas finalisé. Ouais. On a eu des histoires un peu complexes avec pour finaliser. On avait finalisé une version, puis finalement ils ont changé d'API, donc on a dû voilà. Ouais. Et après ils étaient limite banqueroute avant d'être achetés. C'est vrai. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses qui font que maintenant j'ai du mal à passer auprès des Américains pour leur dire voilà, on a Cobuzz, une spécificité française, il y a quelques milliers d'abonnés, j'aimerais bien qu'ils aient des millions d'abonnés, mais surtout que même aux États-Unis, j'ai des amis américains qui se sont abonnés à Cobuzz, hein, au oui, Brésil parce que aussi. Hein. mais depuis cette année, ça démarre. Parce que, bon, on a le droit de la HD, de la qualité CD, et pas à la cochonnerie de MQA oui, qu'on a chez Tidal. on est d'accord. Mais je suis assez confiant parce que là, enfin, j'ai enfin mes collègues américains qui sont de mon côté depuis le début de l'année et qui réclament également Cobuzz. Donc voilà. Donc je ne Tant pourrais mieux. pas en dire plus, je ne peux pas dire quand ça Non, arrivera. bien sûr. Non, mais voilà, c'est bien que vous y pensiez. Voilà, on y pense sérieusement revenir dessus. C'est pour ça aussi qu'on a fait Rune Certified cette année. Ouais. Qui permet avec l'application Rune et le Rune Core d'envoyer du Cobuzz. C'est pas encore la solution idéale. On va essayer d'avancer encore plus loin. Ça, c'est voilà parmi les choses qu'on peut faire. Ceci dit, quand on positionne le coût Rune versus le coût d'un 2007, parce que on n'a pas, on n'a pas dit le prix, mais de souvenir, le 2007 dont on parle, c'est 699 €. Oui. Et Rune, c'est combien l'abonnement à l'année, c'est une centaine d'euros. Eh ben voilà, Et la licence complète à vie, je ne sais pas si elle existe encore, 600, 700. Voilà. Ouais. Bah, c'était en dollars, donc ça dépend. Et il faut une machine pour le faire tourner. Je doute qu'il y ait beaucoup de gens qui mettent 100 € pour ça à l'année. Oui. Ça reste un peu particulier. Non, mais justement, c'est là ce qui, enfin, de mon point de vue, ce qui est intéressant de voir, c'est que aujourd'hui, on a un petit peu perdu la notion de la valeur des choses. On a un produit complet de 2007 qui est un produit proportionnellement incroyable en termes de contenu, versus quelque chose qui est comme Rune, et le rapport, c'est de 1 à 7. Oui. Et c'est quand même incroyable. Mais déjà, d'une façon générale, les appareils des lignes home cinéma chez les constructeurs en offrent beaucoup pour le prix. Bien sûr. Sans doute parce que le marché est très concurrentiel, et je dirais plus que dans les gammes hi-fi où les prix sont plus élevés. Bon, parce on va dire ésotérique. Pas toujours, mais pas toujours, parce que bon, Denon, du point de vue de la hi-fi, a toujours été une marque extraordinairement, je vais dire conservatrice, mais dans le bon sens du terme, hein, qui faisait des produits sérieux. Les amplis, préamplis Denon, les amplis de puissance ont toujours été des produits sobres dans la conception et très bien faits. Mais les prix sont forcément plus élevés. Voilà. Oui. C'est le marché qui veut ça. Enfin, pour avoir eu le privilège, l'immense privilège, je vais rajouter, d'avoir interviewé Ken Ishiwata-san, donc le Marantz Brand Ambassador. Quelque part, les réalisations tant Marantz que Denon au niveau de la stéréo, c'est quand même quelque chose. Ah oui. Bien sûr. Et quand on voit la série KI avec le petit rubis, le vrai rubis incrusté dans l'électronique. Mais ça c'est joli, mais quand je vois la qualité d'écoute en stéréophonie de l'AVR 3600H, et il n'y a pas de raison que le 3700... Non, ça va être la même structure. Voilà. Je suis quand même et en vieux de la vieille de la hi-fi que je suis quand même, hein, je suis quand même assez estomaqué par la qualité qu'on peut obtenir en stéréo quand on utilise particulièrement le Odyssey XT32.
et qu'on retouche avec l'application qu'on peut acheter sur le multi-Q Editor. Voilà, et qu'on retouche. Bon, il faut savoir un petit peu comment ça marche, tout ça. Hein, mais quand on sait à peu près s'en servir de ces choses, qu'on sait faire une courbe cible et tout, on obtient une qualité sonore en stéréo, hi-fi, qui, à mon sens, est assez exemplaire. Et pour un prix qui est quand même très contenu. Très, très contenu. C'est pour ça que, quelque part, Alain, je tiens à te remercier d'avoir accepté de tester le 3006, parce que on ne peut pas dire que tu sois vraiment vendu. Ah non, non. À qui que ce soit. Exactement. Quand c'est bon, quoi. Quand c'est bon, c'est bon. Donc, quelque part, je trouve que d'un autre côté, arrêter cette espèce de parisianisme et de nombrilisme qui fait que on ne quantifie, on ne qualifie un produit qu'à partir de son niveau de coût. Bien sûr. Je trouve ça complètement contre-productif et totalement absurde. Oui, et la maturité des produits est là et maintenant. Un intégré home cinéma bien étudié. Et d'ailleurs, les mesures d'audioscience aux États-Unis l'ont bien montré pour le 3600. Quand un appareil est bien conçu, bien fabriqué, il n'y a pas de raison que ça ne donne pas de bons résultats. Hein, voilà. Ce qui va nous permettre de passer au 3007. Et donc, je rappelle juste pour mémoire que Audio Science, le site américain que tu as cité, Alain, en fait, est le site d'Amir M, qu'un certain nombre d'entre nous ont connu sur AWS Forum. Et Amir M était le vice president de Microsoft qui avait en charge le développement du défunt HD DVD. Donc, ah oui, quand même, il connaît son affaire. Donc il connaît plus que son affaire. C'est pas vraiment un néophyte ou un amateur quelconque. Non. Il y a 3007. 3007. Tu avais une question, Pascal? J'avais juste un petit point, je voulais remettre juste un petit commentaire, c'était sur, en effet, le rapport qualité-prix, qualité et fonctionnalité-prix de l'ensemble. Moi, quand j'ai vu l'annonce et donc ce qui m'a le plus surpris, c'est les prix publics qui sont très très contenus, c'est-à-dire vu tout ce qui est rajouté là sur cette génération, sur le HDMI 2.1, plus toutes les autres fonctionnalités. Notamment dans le bas de gamme, 2007, 3007, on arrive sur des prix qui ont très peu augmenté par rapport à la génération précédente. Et voilà, je voulais quand même souligner ce point-là, que ça reste des produits qui restent abordables et qui fournissent, comme tu l'as dit Alain, une qualité sonore qui est vraiment très bonne, les fonctionnalités pléthoriques. Voilà, quoi. Je ne devrais pas dire ça, mais c'est presque pas assez cher. Mais on est d'accord. Hein. Non, mais quand c'est la réalité, autant le dire clairement. Et c'est... Enfin, on est tous des passionnés avant tout ici. Aucun d'entre nous n'est un professionnel. Et c'est vrai que quelque part, quand on voit, personnellement, j'ai découvert les prix également. Enfin, je les ai eus hier soir. Donc, quand j'ai vu ces prix-là, je me suis posé vraiment des questions. Comment cela pouvait être possible aujourd'hui, surtout avec le coût du 8K. Bref, on passe au 3007 parce que le temps tourne. Sur le 3007, qu'est-ce qu'il y a en plus? En fait, ce qu'on a en plus, c'est l'IMAX Enhanced, la zone 2 HDMI out, c'est-à-dire qu'on peut sortir une deuxième zone HDMI, c'est-à-dire qu'on peut regarder un film en 4K dans la zone 2 pendant qu'on regarde un film en 8K dans la zone 1. On a du RS-232, des triggers, on a pas mal de petites fonctions en plus. Le châssis est différent, on change de châssis et de préampli, on passe sur un châssis et un préampli un peu plus costaud. Et on sépare les canaux, on va dire droit et gauche. En fait, ça se passe pas vraiment comme ça dans un ampli home cinéma. On va dire, on va avoir
tous les canaux hauteur, frontal droit, plus la centrale d'un côté, et de l'autre côté, on va avoir les gauches avec le sub à la place du central. Mais tout ça, c'est séparé de manière à ne pas avoir de trop d'interférences et avoir une meilleure diaphonie. D'accord. Et on a oublié de mentionner, donc c'est bien de l'Odyssée XT32. Oui, 32. Donc c'est une version largement plus évoluée, plus poussée que le XT standard du modèle 2007. Et beaucoup plus efficace. Hein. Donc ça, c'est dans les gens pareil sur le forum qui nous posent des questions, qui hésitent entre les modèles. Bah, c'est clair que le XT32 est une raison principale pour monter en gamme par rapport à un 2007 à mon avis. Ah, il est très efficace le XT32. L'XT32 va beaucoup plus loin en fait. Il travaille dans plusieurs, il travaille sur l'espace-temps, sur la largeur, sur la profondeur. Donc il travaille dans vraiment beaucoup plus de zones. Il fait 512 points de mesure contre 128. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui changent par rapport à la puissance de calcul aussi. Donc c'est vraiment pas du tout les mêmes machines. Et ce que je trouve vraiment de très très intéressant cette année, c'est la double mémoire. Oui. Ah oui. Parce qu'on n'en a pas encore parlé pour le moment. Mais d'ailleurs, question, est-ce que c'est également disponible sur le 2007 ? La double mémoire sur toute la série 700. Donc vous pouvez faire double mémoire et double configuration d'enceinte. Donc en fait, une petite astuce que je vous donne, c'est-à-dire que par exemple, vous faites une configuration d'enceinte 5.1 au sol et une 7 ou avec plus d'enceinte au plafond. Vous mémorisez ça dans votre preset 1 configuration enceinte. Vous faites une calibration Odyssée. Il y aura un preset 1 et preset 2, pareil. Et après, vous pouvez aussi les rajouter dans les Quick Select. Ça veut dire qu'en fait, vous allez pouvoir grouper la configuration d'enceinte et la configuration Odyssée dans le Quick Select, ce qui fait que vous pourrez appeler la configuration d'enceinte 1 avec la calibration 1 ou vice-versa. Ah oui. Oh là là, c'est vraiment très très intéressant. Mais bien sûr. Donc là, on peut faire un système audio, on peut faire un système plus dédié à la musique ou plus dédié au home cinéma, ou alors deux configurations différentes. Souvent, l'utilisation qu'on en a, c'est volet fermé, rideau fermé, ce qui change complètement l'acoustique de la pièce. Bien sûr. On peut jouer. Oui, c'est ce qui t'intéressait, Cyril, cette fonctionnalité-là, quand on en avait parlé ? Oui, c'est une fonctionnalité intéressante parce que ça nous permet de faire une calibration typée écoute 2.1 ou 2.0 avec le microphone qui pourrait être pointé vers les enceintes à l'horizontale, et une configuration de cinéma multicanaux avec le microphone pointé vers le haut. Donc oui, ou alors on pourrait jouer sur deux courbes cibles en home cinéma, ou deux autres courbes cibles en IFI, en 2.1. On peut faire ça ouvre d'autres perspectives. Ça ouvre pas mal de perspectives, oui. Personnellement, le micro orienté vers les enceintes, je suis pas vraiment Moi non plus. Moi non plus. Mais bon, chacun son truc. Hein. Oui, parce que comme c'est des micros Omni qui font les mesures, normalement, que ça soit pour la hi-fi ou pour le reste, normalement, il vaut mieux les orienter vers le plafond. Mais bon... personnellement, dans la pratique, il faut essayer. Lorsqu'on est passé au contexte Dolby Atmos, j'avais interrogé Chris Kyriakakis, donc le papa d'Odyssée, concernant le delta du gain. Lorsque le micro étant orienté vers le haut, il recevait le son en provenance des enceintes en height et en top. Et la réponse donc de Chris a été que dans ce contexte-là, Odyssée faisait intégrer cette notion-là et avait tendance à baisser la sensibilité du micro lorsqu'il est positionné, lorsqu'il est en train de mesurer les enceintes en hauteur et au plafond. D'où le fait que si jamais on pointe le micro vers l'enceinte, dans un contexte comme Cyril évoquait tout à l'heure, un contexte simplement de 2.0 ou 2.1, ça risque éventuellement
d'introduire un biais. Un biais, ouais. Ce que je voulais dire, ça sous-entendait l'utilisation, c'était une question indirecte, hein. Est-ce qu'il serait possible d'utiliser un microphone externe, type UMIC 1 ou XTZ, avec son fichier de calibration, avec l'application, avec l'applet Android Ça serait génial. C'est une demande qui est en cours. On essaye de voir s'ils arrivent à le développer. Ça fait partie des idées qui sont en cours. Et là, vous avez au moins 5 personnes qui applaudissent. C'est-à-dire que pour utiliser un micro USB, donc sur la Ouais. Hein, c'est ça, voilà. Ouais. Qui contient sa propre carte son d'ailleurs. Ouais. Ouais. Ah oui, avec un fichier de calibration, mais là ça va devenir plus compliqué, mais c'est bien. Ça deviendra un peu plus compliqué, mais ça sera une option possible. Mais c'est bien. L'alternative à ça, est-ce que ça serait pas parce que c'est aussi une des discussions qui tourne autour du micro, c'est aujourd'hui on a un micro qui est calibré, donc l'ampli reconnaît et se calibre par rapport au micro, mais qui reste un micro a priori plutôt bas de gamme puisque c'est le même entre un 2007 et un 2005. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Alors ça, c'est une information intéressante parce qu'en effet, vous n'êtes pas les mélanger. Vous n'avez pas le même sur un 2005 ou sur un 2007. Ah ouais? Ah oui, c'est pas les mêmes capsules. Ah bah ça c'est une info intéressante. C'est très intéressant en effet parce que tout le monde pensait, enfin nous sur le forum, tout le monde pensait que c'était le même micro et en fait on se retrouvait sur un 8005 avec un micro bas de gamme qui éventuellement dégradait la qualité de la capture, quoi. Mais non, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Vous avez des 402, des 400, des 401, donc à chaque fois c'est des références totalement différentes. Et donc des capteurs et des capsules différentes. Oui. Ah mais rien que pour ça, on a bien fait de faire ce podcast, Yann. Bon, cela étant, quand on voit la vérification des mesures faites avec le 3006 sur Audioscience, il a donc fait des contre-mesures. Hein. Oui, c'est logique. Et bah, le micro fourni, il est pas mal, hein, quand même. Ah, c'est propre. Hein, oui, c'est-à-dire que les petites capsules, je ne sais pas si c'est une capsule Panasonic peut-être, ou parce que c'est les grands spécialistes de ça. Je ne sais plus trop ce qu'ils mettent dedans. Mais les petites capsules à électret, comme ça, minuscules, ça fait quand même assez longtemps qu'on en fait des, franchement, très bonnes pour la mesure. Et qui ne sont pas chères, on ne peut pas les utiliser en prise de son parce qu'elles n'ont pas de gain. Elles n'ont pas de gain. Elles n'ont pas de gain, donc ça soufflerait. Mais bon, c'est correct. Hein. C'est correct et on connaît les défauts, donc c'est rentré dedans. Donc, il suffit de les intégrer au logiciel et puis c'est marre. Ouais. Enfin, ce serait bien quand même pour qu'on puisse mettre un peu les mains dans le cambouis, vous voyez ce que je veux dire. On est d'accord. Pour soi-même pouvoir intervenir un peu plus sur les réglages. Oui. Le top, ce serait une application PC, mais là, peut-être on est un peu trop demandeur. Le problème, c'est que ça existait du temps d'Odyssey Pro, donc avec le micro étalonné, calibré, co. Mais on ne parle pas du tout du même niveau de coût. Et je rappelle à nouveau que le 2007... il vaut 700 balles. C'est exactement. Alors que le kit Odyssey Pro... Pour en avoir acquis un, je me souviens qu'à l'époque, je l'avais payé. Exactement, je l'avais payé 650 €. Oui, et encore, vous l'aviez eu au bon prix. Parce que... Bien sûr. Oui, peut-être c'était plus cher au départ encore. Oui, bien sûr. Et sans vouloir faire dériver la discussion trop loin, parce que je suis aussi conscient du temps qui passe, mais la question autour de ça, Hugo et Yann, autour d'Odyssey, le problème d'Odyssey, c'est aussi que il n'y a pas de la société, il n'y a pas de nouvelle version en vue. Donc la question se pose quand même peut-être à long terme de qu'est-ce qui va se passer pour la calibration. On entend quand même beaucoup la concurrence aller plutôt sur Dirac ou d'autres. Voilà, quel est l'avenir que vous voyez à très long terme, à plus long terme sur Odyssey? Sur Odyssey, on doit être parmi les derniers à l'utiliser. Il faut être assez clair. Donc on participe fortement au développement et de l'application, etc. Je pense que nous, on va continuer à pousser dessus. En fait, ce qu'on cherche, c'est plutôt une application qui serait capable d'être facilement utilisable. Le Dirac marche très bien, comme l'Odyssey. Il y a plusieurs systèmes dehors qui sont de très très bons systèmes. Le seul souci qu'on a avec le Dirac, c'est que c'est un système qui est sur PC. Il faut 1 heure, il faut connecter le PC. On ne s'adresse pas au grand public. On s'adresse à vraiment des gens qui ont envie de mettre les mains dans le cambouis, comme vous disiez. Et nous, ce qu'on cherche, c'est une solution
qui en quelques clics, avec une interface graphique simple à l'écran, sauve 90% des installations. Et apparemment, ça fonctionne comme ça, oui. Bien. C'est l'idée, en fait. L'idée, on veut des systèmes avec des interfaces graphiques simples. C'est comme l'interface graphique des produits, on essaie de les simplifier au fur et à mesure, on les fait tester par des gens qui ne connaissent rien. Pour vous donner une idée, sur la première fois qu'on a fait cette interface graphique, on a utilisé 100 personnes recueillies à peu près partout dans le monde qui n'ont rien à voir avec notre univers pour tester, voir s'ils arrivaient à connecter un ampli en 20 minutes. À ce niveau-là, hein, c'est vrai que l'assistant d'installation, il est vraiment simplissime et il est vraiment, je pense qu'on est fait. Même ma grand-mère saurait le faire. Bien sûr. Mais c'est l'idée, en fait. On veut rester sur cette idée-là de manière à ce que ça ne devienne pas des usines à gaz. Alors, malheureusement, de temps en temps, ça apporte des défauts. Je pense que vous avez pu le constater quand vous prenez un ancien AVP1, tout était assignable. On pouvait choisir n'importe quelle entrée, n'importe quelle enceinte. On pouvait faire ce qu'on voulait. Mais ça reste des menus très complexes pour la plupart des gens. Les gens ne savent pas de quoi on parle. Et on veut de rendre ça de manière vraiment quelque chose de très simple à l'usage et que tout le monde puisse en profiter. C'est vraiment le leitmotiv. Mais là, mais vous avez raison. Là, par exemple, je dois vous dire que je n'ai pas encore très bien compris, je me suis débrouillé, mais sans avoir bien compris, l'histoire d'assignation des entrées et, quand on connecte un amplificateur externe, savoir si on a bien déconnecté ou pas les internes. Ça, je n'ai pas bien compris encore, mais c'est ma faute, parce que je regarde ça d'un peu loin. Non, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, sur l'assignation des entrées, on a rajouté des choses un peu plus complexes l'année dernière, comme la possibilité de mettre du HDMI plus des entrées analogiques. Voilà. Qui est en fait plutôt dédié au bar. Dédié à l'installation, au salon, que ça peut être dans un magasin. En fait, l'idée, c'est de pouvoir avoir l'image de sa télé, mais avec le son d'une autre source, ce qui est très utilisé dans les cafés, qui est très utilisé dans d'autres univers. Et en fait, on a une multi-assignation, c'est-à-dire qu'avec la télécommande, après, vous pouvez appeler n'importe quelle entrée source audio pendant que vous regardez votre HDMI. Donc, ça veut dire que vous pouvez assigner l'entrée RCA-CD, vous pouvez assigner une entrée optique, et du coup, vous pouvez basculer le son ou pas. Ah, c'est très bien, c'est pratique. Voilà, donc ça rend les choses un peu plus compliquées. Oui. Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est qu'à partir du moment où on veut rendre les choses plus larges, on perd un petit peu certaines personnes sur certaines fonctionnalités, parce que c'est pas évident à expliquer non plus. Non, c'est vrai. Mais voilà, donc c'est toujours la juste balance entre l'utilité, et est-ce que ça va être vraiment utile ou est-ce que ça va être trop compliqué. Et justement, les amplificateurs, là, la nouvelle série propose de pouvoir utiliser les intégrés en mode préampli. Oui. Alors là, il y avait des questions sur le forum. Peut-être désactiver les blocs. Oui, je vais y répondre. En fait, ça désactive tous les blocs jusqu'au 6007. Il n'y a que sur le 8005 où on peut choisir si on active les fronts ou les surrounds, etc., en laissant d'autres parties activées. Donc là, c'est vraiment l'idée, c'est de désactiver tous les blocs. Pour avoir un petit peu plus de dynamique. Ça nous permet d'avoir moins de clipping, comme on dit en anglais, dans les dynamiques. Chauffer moins. Chauffer moins et de pouvoir aussi consommer moins quand on s'en sert en pur préampli. Et surtout, ça permet un rapport signal-bruit un petit peu plus propre. Oui, mais donc, si on ne met qu'un bloc stéréo, on ne peut pas le faire. Non, malheureusement. L'ampli chauffe toujours à vide. Alors, si on met qu'un bloc stéréo, l'ampli chauffera à vide, oui. D'accord. Par contre, comme il fonctionne avec l'éco-mode... Oui, ça fonctionne bien. Il consommera beaucoup moins. Oui, il consommera moins. Il chauffera peut-être moins. Alors il chauffera moins aussi. Alors attention, ce qui chauffe énormément, c'est les cartes HDMI. Justement, elles sont sur le dessus. Voilà, c'est ce qui chauffe le plus. C'est pour ça qu'on a tendance à croire que les amplis sont très chauds, mais c'est souvent juste la partie haute qui est très chaude. Oui, parce qu'il y a des gens qui s'inquiètent. Oui, ça chauffe. Pas les juste également pour donner en effet un retour. Moi, je vois beaucoup, je suis beaucoup sur le forum justement pour suivre un peu tous les retours. Il y a beaucoup de gens en effet qui estiment que les Denon chauffent plus que la moyenne et qui installent des systèmes de refroidissement et ainsi de suite. Alors attention, ce qui se passe, c'est qu'on constate de plus en plus qu'on a des enceintes 4 ohms sur le marché qui ne tiennent pas le 4 ohms.
qui sont annoncés comme 4 ou comme 6 ohms. Ce qu'il faut regarder, ce que je conseille vraiment à tout le monde, c'est d'ouvrir la notice de son enceinte. S'il vous plaît, ouvrez vos notices d'enceinte. Et regardez l'impédance en utilisation. L'impédance basse, oui. L'impédance basse. Ouais. Et la plupart des enceintes ont tendance à descendre très bas. Oui. Donc, il faut aller dans le menu de l'ampli et basculer l'ampli en 4 ohms et vous aurez plus ce problème. C'est que les gens continuent à les utiliser en 8 ohms sur des enceintes qui descendent à 3 ohms, 3,2. Ouais, moi, mes enceintes tombent à 3 ohms. Hein. Voilà. Mais elles ont 94 dB de rendement. Donc, en même mieux. Temps... Est-ce que tu l'avais passé en 4 ohms ou pas? Non. Ah. Et en fait, il chauffait fort? Oui, mais comment dirais-je, en vérité, il chauffe fort, même, comment dirais-je, même quand il est simplement allumé et qu'il n'y a pas de musique, quoi. Ouais. Mais cela étant, pour vous rassurer, le modèle Yamaha que j'avais avant, Avantage 3010, là, l'ancien haut de gamme de la marque, on pouvait tenir sa tasse à café au chaud dessus. Hein. Il chauffait énormément, le Yamaha. Peut-être plus que le Denon. Peut-être plus que le Denon. Mais bon, c'est vrai que ça chauffe. Il n'y a pas de solution. Après, oui. On devrait avancer, Hugo, parce qu'il reste 8 minutes et moi j'ai des questions sur le 6007. Ouais. On va se dépêcher. Yann, on n'a pas évoqué la chose. Tous les amplis sont des classes AB ou des classes D? La classe AB. Classe AB. Donc tout ça reste de la classe AB, c'est pour ça que ça chauffe d'ailleurs, sinon ça chaufferait absolument pas. Voilà, d'où ma question. Voilà. Ok, on passe au 4007 parce qu'on voit Pascal qui est en train de... Mais on va se donner une dizaine de minutes supplémentaires. C'est ok pour vous, Yann, si on déborde? Sans problème, pas de souci. Ok. Donc, on passe donc au 4007. On était passé sur un 9 canaux, il y avait cet HDMI, l'IRC, le VK, on est d'accord sur tout ce qu'on avait vu, l'HDR10. On a de nouveaux DSP et on passe au 4007. Donc le 4007, on a 2 DSP Griffin Light plus performants aussi sur le système. On a la 8K, on a le scalaire 8K. Ce qui va évoluer, c'est la carte préampli. Là, on est sur de l'AL32 multiprocessing, ça veut dire que tout ce qui rentre va être upsamplé en 32 bits avec le procédé Denon. Ça, c'est ce qui est en plus. La construction interne est aussi différente. On a une séparation des châssis qui commence à être droite-gauche. Donc là, on est vraiment sur un produit. C'est surtout sur la construction interne beaucoup plus proche du 6007 que du 3007 en détail. Et on aura l'Euro 3D en plus. Ah, l'Euro 3D commence à partir du 4007. Voilà. D'accord. Et on a toujours l'iMac Enhanced. Toujours l'iMac Enhanced. Qui est là. On peut se demander à quoi il sert, mais bon, il a un peu de mal à démarrer. Il a du mal à démarrer, mais vous verrez qu'on peut l'associer après au DTSX Pro dans le 6007. Ah, d'accord. Ah, bien. D'accord. Du coup, est-ce que quelqu'un a des questions sur le 4007 ou on passe au 6007? Bon, allez, on passe au 6007. 6007, en gros, on a toujours le même package, les mêmes fonctionnalités. Par contre, c'est une construction droite-gauche, c'est-à-dire qu'on est en 2 blocs séparés, un canal droite et un canal gauche complètement distincts avec le transfo central. Un préampli avec un signal court des DSC, donc beaucoup plus précis, moins de diaphonie, c'est-à-dire qu'on a un signal pour chaque canal complètement dédié. On a du pros plus élevé, on a plus de mémoire, on a 3 sorties HDMI. Voilà, en gros, pour l'ampli. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre que j'oublie? On a le processing en 13 canaux et voilà. 11 canaux d'amplification. Voilà. Donc là, on peut rajouter un bloc de puissance pour pouvoir faire du 13 canaux. Et on a aussi les height front et les front, les hauteurs en fait, avant, où on peut les utiliser ou en wide ou en front. Donc là, ça sera dans la configuration pour aller faire basculer. D'accord. Question, le Dolby Surround qui est dans ces nouveaux produits, est-ce que c'est le nouveau Dolby Surround qui prend en compte les wide ou c'est toujours le Dolby Surround standard sans l'upscaling wide? On a le wide sur tous les nouveaux produits. Ah, ça. Et quand est-ce que le reste de la gamme va être rétrofité?
Ou si elle est rétrofitée? Je pense juste après l'été. Waouh, ça c'est formidable. Parce que là, vous avez plusieurs grands fanas et plusieurs grands utilisateurs de Wide, et donc qui vont être très contents, en particulier celui qui a coupé son micro, Pascal. Mais je ne sais pas si Yann se souvient, mais je l'avais interpellé à ce sujet-là sur le salon. Oui. Sur ce dernier salon, enfin plusieurs années de suite. Ça y est, ça arrive. Donc le DSU sait gérer les wide, et de la même façon, donc je reviens, c'est une des fonctionnalités nouvelles sur le 6007 qui est DTSX Pro, qui sait lui aussi gérer les 13 enceintes, donc y compris les wide en upscaling. Exact. Et on pourra aussi maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ça y est, Dolby a libéré, donc on peut faire du DTS, du Dolby avec n'importe quel système d'émulation, Alix ou autre, ou de l'Oro, on peut tout mélanger. Ça, c'est une très très bonne nouvelle pour tous les gens qui upscale à partir d'un signal 5.1. On pourra vraiment utiliser à plein potentiel une installation 13 canaux. 13 canaux et le virtuel aussi. Ah, c'est formidable. Ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est une très, très... pour dire les choses très clairement, ça fait déjà 3 ans qu'on fait un lobbying très fort que dans le contexte HCFR, on fait un lobbying très fort à ce sujet. Donc voilà, enfin, on va être récompensé. Je rappelle juste que le DTSX Pro, en réalité, est un système d'upscaling qui permet d'utiliser et d'upscaler un signal quelconque, donc un stéréo ou 5.1, sur la totalité des canaux enceintes qui sont disponibles dans le... Et ça, c'est incroyable. Vous vous rendez compte, c'est incroyable parce que ce sont des fonctionnalités qui étaient absolument inimaginables de donner à des amateurs pour un prix décent. Mais il y a même pas 10 ans. Au niveau puissance, c'était impossible. C'était impossible. Oui, c'est la banalisation des puissances de calcul. Des DSP. C'est les puces de DSP qui deviennent de plus en plus puissantes, les mémoires statiques qui en avalent de plus en plus. Et tout ça va dans un sens d'une amélioration de la qualité que, personnellement, je trouve stupéfiant. J'ai commencé quand même ma carrière de hi-fiste à une époque où on vendait encore des amplis à tubes. Je ne suis pas... Enfin, on en vend toujours, mais il y avait les derniers Sansui et Pioneer à tube en 65. J'avais 12 ans. Ça existait encore. On n'aurait jamais imaginé ça. Vous vous rendez compte? Ça évolue. Alors, ceci dit, juste comme ça, pour remettre les idées à plat au niveau de la puissance de calcul, aujourd'hui, qu'un 2007 à 700 € soit capable d'upscaler un signal vidéo de 4K, c'est-à-dire 8 millions de pixels, à 33 millions de pixels en 8K, c'est faramineux. C'est faramineux. Et on oublie tout ça parce qu'on se dit, il suffit de... et ouais. Plus compliqué que ça. Et de la même façon, dans la partie audio, d'upscaler un signal 5.1 avec DTX Pro ou Atmos DSU, il y a des traitements en DSU, par exemple, qui sont faits, qui sont vachement avancés. C'est pas juste un upscale sur des canaux. Il analyse le signal, et par exemple, dans le cas de DSU, il fait une analyse en fonction des fréquences, et il va décider d'envoyer tel ou tel signal sur les enceintes supplémentaires. Donc c'est un traitement très très avancé. Très sophistiqué, c'est des choses très sophistiquées. Sans parler d'Atmos également, parce qu'Atmos, c'est des informations 3D qui arrivent, et c'est bien l'ampli qui fait le mixage, on va dire, en temps réel. Qui fait du temps réel. Pour vous donner une idée, par exemple, sur les anciens, sur le 3006, il y avait un Cirrus Coyote. Et pour pouvoir activer le VirtualX plus l'Odyssey Multi-Echo XT, on a dû rajouter 2 ADI Falcon pour pouvoir gérer rien que ça. Pareil pour l'IMAX ou des DTSX. Donc on est obligé de rajouter 2 processeurs qui sont maintenant sur le 3007 qui n'étaient pas disponibles l'année dernière. Donc c'est aussi ce genre d'élément qui va changer.
Après, je pourrais transmettre pas mal d'informations à Hugo, comme ça il pourra vous les passer. Ah oui, avec Sur les plaisir. détails, mais il y a pas mal de choses qui ont évolué. On a aussi, juste pour donner une idée sur le 6007, ce qui change entre le 4007 et le 6007, on n'utilise pas du tout les mêmes MOSFET. Par exemple, sur un 4007, on utilise un MOSFET en fait avec à 3 pattes standard, hein, avec le plus, le moins et Ouais. l'alimentation. Et sur le 6007, on utilise ce qu'on utilise sur un 8005, c'est un 4 pattes. Et en fait, on a directement l'ajustement de la bias dans le MOSFET, qui fait qu'il prend la température en temps réel, ce qui permet d'avoir le niveau de courant le plus stable possible, ce qui permet une meilleure gestion des dynamiques, etc. Oui, et puis ça évite les emballements thermiques. Exact. Donc on a, voilà, c'est des petits éléments comme ça qui vont changer entre un 4007, un 6007, etc., qui fait qu'on a une autre sonorité, on a encore plus de puissance et encore plus de détails. Et c'est ce qui fait toute la différence de ce qui a été conservé de la classe AB par rapport à la classe D, parce que on est vraiment dans de la reproduction sonore, on va dire qualitative, qui vraiment prend en compte, je dirais, le côté reproduction. Mais la classe, ouais. La classe D marche très bien aussi, mais elle coûterait plus cher. Un peu plus cher si on veut arriver à quelque chose de propre. Voilà, c'est le problème. Hein. La classe D pourrait donner un résultat formidable, mais, oui, mais pour très cher. Trop cher. Ouais. En multicanal, là, oui. Oui, très cher. Et également, moi je rebondis juste sur tu as donné une information intéressante, voilà, sur les DSP. J'ai pas retenu les références que tu donnais. Ouais, c'est un Falcon. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même, on est toujours sur une multiplication de DSP qui sont spécialisés, on va dire. Il y a un DSP pour l'audio, un DSP pour la vidéo, un DSP pour cela. Donc on est obligé de rajouter des puces, rajouter des puces, rajouter des puces. Et ma question, elle est un peu basique, hein, c'est de savoir, voilà, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, il n'y a pas de circuits qui existent sur le marché qui sont un peu capables de tout faire, entre guillemets, et qui permettraient de simplifier l'architecture interne? Ça serait bien, et en même temps, ça génère un défaut. Quand on prend par exemple un ampli home cinéma par rapport à un ampli hi-fi, quand on est en home cinéma, le DSP génère lui-même son propre bruit, on n'arrive pas à l'isoler. Donc plus on sépare les DSP, plus on arrive à isoler aussi le bruit de chaque canal. C'est-à-dire que par exemple, sur certains produits, on va mettre plusieurs DAC de manière stéréo ou même mono, voilà, ou qu'on va utiliser qu'en mono pour éviter d'avoir ces problèmes de diaphonie. Donc je ne suis pas toujours convaincu que d'en avoir un seul unique qui va s'auto-polluer, qui va générer des problèmes, soit une solution. D'accord, très clair. Ok, écoutez, on avance dans le temps, on passe au 8005, qui est donc de l'ancienne génération, qui est le haut de gamme, mais qui sera mis à jour. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Yann, et en particulier, quel sera, à peu de choses près, même si c'est encore un petit peu tôt, quel sera le niveau de coût de cette mise à jour en 8K? On espère être largement sous les 1 000 euros. Je vais être très clair là-dessus. Pour le moment, le prix n'est pas encore défini. Il y a encore un peu de combat sur le prix. On veut que ça soit abordable, entre guillemets, parce que ça reste quand même un coût. On va changer toutes les cartes HDMI. Il y a le transport, il y a le repackaging, il y a payer les stations techniques et injecter le software. Donc, pour que ça rentre dans un prix abordable, voilà, c'est toute une négociation avec pas mal de monde. Donc, je ne peux pas dire un prix exact. Mais on peut imaginer, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'on peut imaginer que le 8005 va, donc comme il n'est pas remplacé, on ne voit pas de 8007, donc le 8005 va rester, on pourra l'acheter directement, mis à niveau en 2.1? Oui. Il y aura aussi son équivalent. Donc j'imagine qu'il aura un nom très légèrement différent, 8500 2.0, il a, je sais pas. Oui, on a été assez basique. Voilà, on a été assez basique. Dans le temps, c'est HA. Et on a une idée de la date de sortie? Fin d'année, certainement? Fin d'année, début d'année. Voilà, si je ne veux pas dire de bêtises. D'accord. Là, je prends des sécurités, hein, pour être très clair. Ce qui sous-entend en fait que le 8005 va continuer sa carrière longtemps dans l'année, longtemps dans l'année 2021. Oui. D'accord. Donc un éventuel 8008
Plus loin. Ce serait fin 2021, début 2022, c'est ça? Oui, plutôt 2022. D'accord. Et un préampli, c'est pas à l'ordre du jour de penser à juste un préampli? Marrance 8805, mise à jour. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, malheureusement, oui. C'est comme ça. Ça, c'est l'effet de gamme, c'est l'effet de groupe, on est d'accord, mais est-ce que tu sens, évidemment, on est déjà en fin de, on a déjà parlé très longtemps, mais est-ce que Marantz va renouveler sa gamme également on va faire un podcast spécifique pour Marantz, donc pour ne pas polluer les choses. Voilà. Est-ce qu'on peut juste, Yann, rapidement mettre en avant qu'est-ce qui sépare par exemple un 6007 d'un 8005 et quels sont les points forts, pourquoi le 8005 par rapport à un 6007 qui malgré tout est quand même très très intéressant. Ce qui va être très différent, c'est la construction interne. Il faudrait que je vous envoie des photos internes et en fait, si on rentre dans le détail, le 8005 est construit comme 13 blocs indépendants. Donc on a vraiment 13 blocs mono qui sont montés sur un radiateur. Tandis que sur le 6007, c'est une carte avec 5 canaux d'un côté et 4 canaux de l'autre côté. 5 et 6 maintenant. Donc on n'est pas du tout sur le même type de construction. On a une meilleure diaphonie, on a plus de séparation, plus de blindage. On n'a pas du tout les mêmes composants, on a beaucoup plus de puissance. Le transfo par exemple, pour vous donner une idée, le transfo plus de 8 kg, un transfo de 6007 c'est 5 kg. On n'a pas le même niveau d'ampérage. On n'a pas les mêmes capacités. Sur un 8005, on a 22 000 microfarads en gros. On est à 15 000 sur un 6007. Donc on est vraiment, c'est une catégorie au-dessus encore. Mais c'est plus sur les spécificités, parce qu'en fait, les packs, ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, le pack spec de base, en fait, avec les fonctionnalités, est à peu près le même à partir d'un 3007 jusqu'à 8005. Ça va évoluer, on a un peu plus de fonctions, on a un peu plus d'entrées, un peu plus de choses comme ça. Mais après, sur un 8005, on a la construction qui va prendre les composants du domaine IFI. On va intégrer vraiment dans la partie home cinéma. Question, est-ce qu'éventuellement il serait envisageable de mettre à jour le processing interne de telle façon à éventuellement aujourd'hui le 8005 comment dire gère 13.2 canaux. Oui. Donc 13, c'est 13, c'est du 9.2.4. Est-ce qu'éventuellement, par changement du processing interne, est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose qui pourrait basculer dans du 15.2, un petit peu comme le 6007 fait du 13.2 avec 11 amplificateurs? Est-ce que éventuellement ce serait envisageable de faire en toute hypothèse, un 8005 en 15.2 avec 13 amplis. Est-ce que c'est quelque chose qui a été envisagé ou qui est envisageable ou c'est pour le 8008? J'ai pas l'info, je vais être très clair là-dessus, parce que sur certaines choses, je sais qu'il y a de nouvelles normes audio qui sont en cours de travail, puisque les diffuseurs télé veulent travailler sur de nouveaux standards, puisqu'il y a du MPEG-H qui arrive et qui va pouvoir porter pas mal de choses. Et je ne sais pas ce que ça va apporter dans son lot, et peut-être qu'on va pouvoir aller plus loin, mais là, c'est vraiment que moi qui parle, là. J'ai pas l'info, pour être très clair. D'accord. Ok, écoutez, on a dépassé de 10 minutes. Ce que je vous propose, c'est qu'on se donne encore 5 minutes, éventuellement pour les diverses questions, si quelqu'un veut revenir sur quelque chose ou éventuellement des questions ou des points qui n'ont pas été abordés. Je m'aperçois juste à l'instant, on a oublié on a parlé des prix, mais on ne l'a pas dit expressément. Voilà, peut-être qu'on pourrait juste avant de passer aux questions. Pardon, j'ai pas entendu. Oui. Ou est-ce que quelqu'un a les prix sous les yeux parce que pardon, oui. Alors, on est sur
Le 3007, attendez, je me trompe. Je saute une génération. On est à 679 avec le 2700 DAB. Alors je précise, il y aura des versions non DAB dans certains pays. Il y aura la version DAB en France à 679, prix qu'on devrait voir. Le 3007, on estime qu'il sera dans les 1100 euros. Au lieu de 1002. Voilà. Le 4007 dans les 1500 euros. Ouais, On passe après sur le 6007 dans les 2005. Après, ça reste classique pour le 8005. Tout ça, ça va commencer à sortir en juillet jusqu'à fin septembre. D'accord. En commençant par le 3007 et 4007. Ok. Les questions, messieurs? Oui. Sur le 8005, la question serait est-ce qu'il faudra upgrader les gens qui ont un 8005? Est-ce qu'il faudra qu'ils upgradent la carte HDMI obligatoirement pour bénéficier des deux mémoires Odyssey et du DTS X Pro? Ou est-ce que ça sera indépendant? Ça se fera juste par mise à jour? Je n'ai pas le détail, mais il y aura une partie indépendante. D'accord. Donc les gens qui voudraient ne pas passer en 2.1 pourront avoir bénéficié de certaines fonctions audio. Oui. Dont le Dolby Surround. Oui. La question, c'est l'HDMI 2.1, on n'en a pas parlé, on n'a pas parlé des câbles. Et Dieu sait que c'est un sujet très compliqué. Là, on passe quand même 40 GB par seconde, ça fait 2,22 fois la bande passante par rapport au... Donc, est-ce qu'il y a des nouveaux câbles qui sont prévus? Comment ça va se passer? Alors, théoriquement, un bon câble est un bon câble. On va être clair, ça fait des années que c'est du 19 broches, ça ne change pas. On avait trois câbles TDMS, en fait, on avait des informations, plus un câble de synchro-horloge. Donc, on va simplifier, on avait trois principaux câbles qui faisaient la colorimétrie, YCR, CB et CB, plus un câble d'horloge. Maintenant, en fait, le câble de la synchro-horloge va aussi gérer de l'image et du son. Donc, ils vont tous avoir une sous-porteuse horloge. Donc, on a 4 câbles qui vont véhiculer tous les signaux principaux. Je ne parle pas de l'alimentation, du HC, toutes les fonctions après de contrôle. Théoriquement, si le câble est bon, bien blindé, stable, il va fonctionner. Mais la limite, ça va être maximum 2 mètres à 3 mètres. Oui. Au-delà de 2 à 3 mètres, aucun câble ne fonctionnera en cuivre. Il faudra passer en fibre optique. Qui fonctionne très bien. Personnellement, j'utilise un câble Moshu qui a fait les grandes heures du forum et qui fonctionne vraiment très très bien. Oui. Après, il faut faire attention même sur un optique, c'est qu'il soit capable de véhiculer le nouveau standard. C'est-à-dire qu'en fait, que la cellule qui convertit le signal électrique prenne en compte tous les nouveaux formats. L'optocoupleur, et qui prenne tous les nouveaux formats en compte. Donc ça va dépendre, il faudra faire des tests. Pour le moment, je n'ai pas de nom de marque qui annonce encore des câbles 100% compatibles. D'accord. Sachant qu'il y a un excellent épisode du YouTube qui a été fait par votre collègue américain. Par fil, Voilà, par fil. Et je vais mettre cette vidéo dans le sujet de la nouvelle série. Comme ça, chacun pourra voir quels sont les tenants et aboutissants de la problématique HDMI 2.1. Parce que c'est pas si simple, c'est un câble qui est très très technique, donc il faut vraiment faire attention. Donc, par contre, ce qui est très important, c'est qu'on a rajouté des fonctions qui étaient cachées dans nos amplis. Je pense que certains d'entre vous la connaissent. En fait, il faut savoir que tous nos amplis intègrent un testeur de câble HDMI. Superbe fonctionnalité. Et tout un système d'édit. En fait, on peut gérer tous les DID. Cette année, on va simplifier une partie, c'est-à-dire qu'on a rajouté une fonction qui est un autodétect du niveau du HDCP de l'écran, qui est en point final. Donc, si on a un écran qui est limité à 1.4, il va brider la prise HDMI en 1.4.
Si la détection n'est pas bonne, on peut toujours le rentrer. Ça sera maintenant directement dans le menu de l'ampli. Donc, on n'a pas besoin d'aller dans. Il suffit de débrancher sa source et d'aller dans le menu de l'ampli et brider cette sortie. Et on pourra le faire par entrée ou par sortie. C'est particulièrement intéressant, ça. Ah bah oui. Par contre, on va aussi changer. Il y aura une fonction, je donnerai les codes qui permettent d'accéder en fait à une fonction où on peut tester les câbles entre la sortie 8K et la sortie moniteur 1. Donc, il suffit de faire une boucle sur la sortie 8K et la moniteur. Et il va vous indiquer ce que peut passer le câble ou pas. Dans ce cas-là, vous pourrez aussi limiter chaque fonction après dedans. Vous pourrez limiter par exemple le HDR10+, si vous n'en servez pas. Vous pourrez limiter le Dolby Digital, etc. Tout est limitable. En fait, on a l'accès à tous les guides. Ah oui, c'est vraiment intéressant. Ça va résoudre vraiment beaucoup de problèmes. Les gens rencontrent vraiment des problèmes d'image noire, pixelisée. Ouais. Ça va quand même résoudre ça. Ils vont pouvoir tester leur câble et voir si c'est ça qui est en cause. Alors après, c'est vrai que c'est pas un outil facile. Pour le moment, on le réservait aux installateurs ou aux intégrateurs. Mais je pense que sur le forum, il y a beaucoup d'entre vous qui peuvent bien s'en servir. Oui, on est des passionnés. Oui. Voilà. Question. J'avais une dernière question de mon côté qui n'était pas du tout technique. C'est un point que tu as abordé. C'est juste sur les dates de disponibilité des produits. Je voulais savoir si le Covid avait impacté les usines. Est-ce que les usines tournent déjà à plein régime? Est-ce que vraiment on va pouvoir avoir en juillet, septembre des beaux matériels? Sur les produits, sur les nouveautés, non, puisqu'en fait on a fait le choix de décaler en fait le dernier batch. Par exemple, c'est pour ça qu'on a un peu de rupture sur certains produits sur le marché là, à l'heure actuelle. On a décalé le dernier batch sur les nouveautés. Donc les nouveautés seront en temps et en heure. Oh, c'est une bonne nouvelle ça. Donc ça c'est plutôt bien, elles arrivent. Ah bah oui. Merci. D'autres questions, Cyril? Ma foi, non. Nicolas, on t'a pas entendu? Non, j'ai écouté attentivement tout ce que vous avez dit. Moi, je suis justement à la recherche d'un nouvel ampli. Oui. Voilà. Voilà. J'ai toujours acheté des amplis Pioneer qui m'ont satisfait. Oui. Mais là, j'avoue que j'arrive pas à l'acheter. Je sais pas pourquoi, il n'est pas disponible. Donc, je vais regarder sérieusement côté Denon ce qui se fait. Par contre, je ne sais pas du tout l'association Klipsch Denon, ça donne quoi? Eh ben, écoute, pardon. Allez-y. Non, allez-y, Yann. En fait, ce qu'il faut comprendre, il y a en fait, on a deux marques. Dans les deux marques, on a deux philosophies qui sont assez simples. Denon, c'est historiquement une marque qui vient de l'univers de l'enregistrement, puisque le fondateur de Denon, c'était Nippon Columbia, enregistrement, studio, prise de son. Donc, on a un son très neutre, très moniteur. Donc, on ne va pas dénaturer ou changer le son. Vous allez avoir le son de vos clips. Si vous prenez du Marantz, on a tendance à chercher plutôt une belle scène sonore, un son plus doux, plus chaud. Donc là, on va avoir un son un peu plus chaud et un peu plus doux. Donc les clips seront un petit peu moins dynamiques et un peu moins péchus qu'avec du Denon. Mais c'est en gros la philosophie. Avec du Denon, vous aurez le son de vos clips. D'accord, parce que moi j'étais sur ampli classe D en fait. Oui, donc très dynamique. Et du coup, ça va changer quelque chose quand même. Un petit peu. Okay. Un petit peu moins, un petit peu plus haut. Si je peux me permettre de l'écoute Denon, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a quand même avec le process AL32 et le reclocking, beaucoup de détails qui ressortent des enregistrements, énormément de détails, des petits détails sur les cordes, etc. Des petits bruits, même impromptus. Et les sons qui voyagent en cinéma, les sons qui voyagent très distinctement entre les enceintes, et une présence assez incroyable de la centrale. J'ai eu l'impression que la centrale revivait. Moi, tous les enregistrements de musique classique que j'ai écoutés, et de rock aussi d'ailleurs, mais il y en a quelques-uns qui sont des lives que je connais depuis très longtemps. Je dois dire que j'ai été assez stupéfait par le fait que les petits bruits de salle étaient vraiment sur un plan totalement différent de la musique, séparé, ce qui donnait un sentiment de volume et de scène sonore bien plus grande que ce à quoi j'étais habitué jusque-là, y compris avec des systèmes avec un tact, pour tout dire, réglé à la main. Et je me gratte quand même beaucoup la tête. Je dois dire que le Denon m'en a foutu quand même un sacré coup positif.
de ce point de vue-là, j'ai été assez stupéfait. Tous ces détails incroyables, mais qui ne sont pas artificiels, hein, qui sont sur un plan sonore différent, mais parfaitement intégrés à l'acoustique. C'est assez renversant, je dois dire. C'est effectivement un côté monitoring, monitoring de studio. C'est on ne cache rien, on montre tout. Donc, et en même temps, les timbres sont somptueux. Hein. C'est magnifique. C'est pas froid comme écoute, hein, du tout. Non. Moi, je suis très content. Merci. Ben, écoute, c'est mon essai. On peut dire qu'Alain, toi, tu as des enceintes quand même de prestige, de très haut de gamme qui te permettent de faire ressortir tous les détails. Tu nous dis de quoi il s'agit, Alain, j'ai une paire de moniteurs professionnels, Divatec MC210, qui ont été, en fait, c'est l'ancienne division professionnelle de Focal, et ce sont 2 enceintes qui ont été étudiées et mises au point en parallèle de la première version de la Grande Utopia. D'accord. Voilà. Et elles sont vraiment... C'est vraiment des très, très, très bonnes enceintes, quoi. Et on entend bien toutes les ambiances de salle, tous les petits changements quand on change de matériel. S'il doit y avoir une différence, on l'entend. Et là, je dois dire que je ne les ai pas si souvent que ça entendus aussi bien chanter, en ayant fait défilé pas mal de produits à la maison, dont des très bons, très prestigieux, très chers, qui marchaient très bien d'ailleurs aussi. Hein. Mais là, je me gratte la tête. Juste comme ça, pour donner un petit coup de projecteur, il y a quelqu'un qui vend des 3 MC10 et les subwoofers qui étaient associés, ça donne envie, qui les vend sur le forum, sur notre forum HCFR. Ça fait 2 belles armoires normales. Oui, c'est ça. Bien sûr, donc... C'est pas une salle dédiée. Il vaut mieux, oui. Bien. D'autres questions? Non, pas moi. Eh bien, écoutez, j'en ai peut-être une dernière, oui. On n'a pas parlé du DTS X Pro, il ne sera pas disponible de suite, a priori. Est-ce qu'on a une date? Est-ce qu'on a une date pour ça? Là, je ne peux pas parler pour DTS. C'est leur release, en fait. Donc, on attend vraiment qu'ils nous annoncent quand est-ce que c'est finalisé et qu'on puisse l'intégrer. Donc, vous avez déjà travaillé sur des clusters, on va dire, pour un terme à la mode. Voilà. Juste une question. Donc, le DTS-X Pro sera lié à l'upgrade ou éventuellement il sera utilisable en dehors de l'upgrade dans le contexte 8005. Je pense que ça sera en dehors, mais laissez-moi confirmer tout ça parce que ça, je n'ai pas encore le détail exact. D'accord. Bien, écoutez, on a largement dépassé notre timing. Pas de souci. Yann, merci infiniment pour votre disponibilité. Merci à chacun d'avoir participé à ce podcast HCFR qui était consacré à Denon, à la nouvelle génération des intégrés Denon, dont les caractéristiques ont été dévoilées aujourd'hui. Encore une fois, merci beaucoup Yann, et puis à bientôt. Et puis on va arrêter là ce podcast. Merci à chacun pour votre participation. Merci à vous tous. Merci. Et à bientôt. Yann. Merci beaucoup. Merci. Burned me once or twice. I expect